Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui, on va plonger dans un projet complètement improbable, le crossover entre Men in Black et 21 Jump Street. Et oui, vous avez bien entendu, ces deux univers ont bien failli se rencontrer sur grand écran. Malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour, mais on va explorer ensemble ce à quoi aurait pu ressembler ce sacré délire cinématographique et surtout, on va essayer de découvrir pourquoi il s'est pas fait. Alors, accrochez-vous, c'est parti. Commençons par revenir aux origines de Men in Black parce que c'est toujours intéressant de voir d'où viennent ces grosses franchises. Parce qu'avant que Will Smith ne fasse le show en dégommant des aliens à grands coups de punchlines cinglantes, Men in Black c'était une bande dessinée. Et oui, l'univers qu'on connaît aujourd'hui avec ses gadgets fous et ses créatures extraterrestres, il trouve ses racines dans un comic book créé en 1990 par Lowell Cunningham et illustré par Sandy Caruthers. La BD, publiée par Hercel Comics, était bien plus sombre et plus sérieuse que ce que les films nous ont proposé. On y suivait déjà des agents du MIB, cette organisation secrète qui surveille et régule l'activité extraterrestre sur Terre. Sauf que dans la version papier, l'ambiance était plus flippante et beaucoup moins axée sur l'humour et l'action. C'était un univers où la conspiration était omniprésente et où le rapport avec les aliens était beaucoup moins fun que dans les films. Et c'est cette matière première qui va captiver Hollywood. En 1997, Barry Sonnenfeld adapte la BD au cinéma en y injectant une bonne dose d'humour de second degré et surtout le duo explosif Will Smith-Tommy Lee Jones. Le succès est instantané. Le film devient un phénomène mondial au point qu'il lance toute une franchise avec des suites mais aussi un dessin animé. Et là, on touche une corde nostalgique parce que Men in Black, la série animée, c'est un vrai petit bijou. Elle est sortie à une époque où les séries animées qui adaptaient des gros blockbusters américains, ça cartonnait, et elle a réussi à enrichir l'univers des Men in Black tout en conservant une identité qui lui était propre. Par rapport au film, le ton était plus sombre, il ressemblait davantage à celui des comic books d'origine et il flirtait parfois avec des histoires plus adultes que ce qu'on aurait pu attendre dans une série pour enfants. On y retrouvait bien entendu les personnages de l'agent J et de l'agent K, mais cette fois, les créateurs ont pris des libertés en apportant des nouvelles intrigues et des créatures aussi inédites que fascinantes. Et pour ceux qui ont grandi avec cette série, elle a marqué les esprits avec ses intrigues souvent très sérieuses, tout en conservant le rythme habituel des dessins animés de l'époque, ce qui fait qu'on n'était pas trop déstabilisé, mais on voyait quelque chose d'un peu différent. C'est une curiosité qui a plutôt très bien résisté à l'épreuve du temps, et franchement, si vous avez l'occasion de la mater, n'hésitez pas. Avec tout ce background, on réalise que Men in Black c'est bien plus qu'une simple trilogie, ou quadrilogie si on compte Men in Black International, que j'ai trouvé franchement pas mémorable, et c'est surtout un univers qui s'étend bien au-delà du premier film de 97 et qui a eu un vrai impact sur la pop culture. Mais bon, depuis quelques années maintenant, la franchise, elle est totalement au point mort. Mais sa rencontre avec un tout autre univers aurait pu lui donner un second souffle. Passons maintenant à 21 Jump Street, un autre monument de la pop culture, mais dans un registre complètement différent. À la base, 21 Jump Street, c'est une série télévisée américaine diffusée entre 1987 et 1991. Elle mettait en scène une unité spéciale de jeunes policiers infiltrés dans des lycées et des universités pour résoudre des crimes parmi les adolescents. C'est cette série qui a fait exploser la carrière de Johnny Depp qui y jouait le rôle de l'officier Tom Henson. À l'époque, la série était un vrai phénomène abordant des thématiques sociales importantes comme la drogue, le racisme ou la violence à l'école tout en gardant ce côté policier avec un petit twist adolescent. Mais au-delà de son côté sérieux, la série a marqué par son approche audacieuse et ses jeunes acteurs qui apportaient un vent de fraîcheur dans le genre policier. À l'époque, les séries pour jeunes adultes, elles étaient pas aussi courantes qu'aujourd'hui et 21 Jump Street est devenu culte pour toute une génération. C'est aussi pour ça que le reboot cinématographique des années 2010 a autant surpris et séduit. En 2012, Phil Lord et Chris Miller décident de réinterpréter la série culte sous forme de comédie. Et là, c'est la surprise totale. Les films 21 Jump Street et 22 Jump Street reprennent l'idée de base, mais en la tournant en dérision, avec un humour complètement décalé et un duo de choc en tête d'affiche, Jonah Hill et Channing Tatum. Ils incarnent deux mecs de 25 ans qui ne pouvaient pas s'encadrer au lycée, mais qui sont ensuite devenus potes à l'école de police, s'entraidant pour réussir les examens. À l'issue du concours, ils deviennent flics à vélo
et enchaînent les bourdes parce qu'ils tentent de faire des arrestations pour obtenir une promotion et se sortir de leur boulot pas hyper gratifiant de keuf sur bicyclette. Et puis, un jour, leur chef, qui ne sait plus trop quoi faire d'eux, les intègre au programme 21 Jump Street, une unité d'infiltration destinée aux flics qui ont des têtes de jeunes et qui sont chargés de retourner au lycée pour mener des enquêtes. Les deux films y jouent à fond la carte de la nostalgie de la série d'origine, mais ils hésitent pas non plus à faire de l'autodérision en brisant notamment le quatrième mur avec des vannes un peu méta et des caméos des acteurs de la série d'origine, dont Johnny Depp qui en a un assez mémorable à la fin du premier film. On se retrouve avec des séquences complètement absurdes, des dialogues hilarants et un Channing Tatum qui surprenait à l'époque tout le monde en étant à la fois crédible en flic badass, mais aussi hilarant en quasi-trentenaire qui tente de se faire passer pour un ado. Les deux films, ils ont cartonné et ceux qui les ont appréciés, ils attendaient forcément une suite, d'autant qu'elle était quasiment teasée à la fin du deuxième film. Et pourtant, ce troisième 21 Jump Street, il est jamais arrivé. Pourtant, en 2014, l'année de sortie de 22 Jump Street, on apprenait qu'un projet complètement dingue était en préparation, un crossover entre Men in Black et 21 Jump Street. Et si on a appris l'existence de ce projet en 2014, c'était pas vraiment volontaire. En fait, c'est parce que Sony a été hacké par des pirates qui ont alors diffusé publiquement tout un tas de données confidentielles, qui ont balancé des films entiers sur internet et qui ont fait leaker des emails. Et c'est là qu'on a découvert un projet de long métrage intitulé MIB 23. C'était un projet complètement fou et qui avait l'air forcément excitant. L'idée, elle était simple, c'était de mêler la science-fiction de Men in Black avec l'humour potache et irrévérencieux de 21 Jump Street. Alors oui, à première vue, ça peut paraître un peu difficile de s'imaginer ces deux ambiances réunies dans un seul film, mais je suis personnellement convaincu que ça aurait pu marcher. D'après les mails, Jonah Hill, il écrivait à la coprésidente de Sony, Amy Pascal, et il disait que ce crossover était, je cite, clean, qu'il déchirait et qu'il était puissant. Et perso, je comprends très bien son enthousiasme autour de ce projet fou, parce que je suis sûr que ça aurait pu être un incroyable succès. Et même si le scénario il était pas encore écrit à l'époque, Sony semblait prêt à donner le feu vert uniquement sur la base du concept et du casting. En plus, Phil Lord et Chris Miller, les cerveaux derrière les films 21 Jump Street, ils étaient également prévus à la réalisation, ce qui garantissait une continuité dans le ton décalé et laissait présager d'une excellente surprise. Parce que rappelons quand même que ces mecs c'est pas juste des amuseurs, on leur doit aussi l'excellent film Lego La Grande Aventure, l'incroyable Spider-Man New Generation, la série post-apo Last Man on Earth et le film d'animation Tempête de boulettes géantes qui est quand même vachement cool. Et si, a priori, le scénario n'a jamais été finalisé, on peut quand même avoir une idée de ce qu'aurait donné ce MIB 23. Dans une interview qu'ils ont accordée à IGN en février 2022, Chris Miller et Phil Lord, ils ont révélé des détails sur ce projet avorté et en recoupant avec ce qu'a raconté Channing Tatum lors d'un entretien plus récent qu'il a eu avec Slash Film, on peut à peu près se faire une idée de l'histoire et je vous propose de découvrir dès maintenant ce qu'elle aurait raconté. Pour donner vie à cette histoire, une combinaison d'images générées à l'aide d'intelligence artificielle et d'extraits issus de plusieurs films a été utilisée. Les informations disponibles étant parfois incomplètes, certaines libertés créatives ont été prises pour rendre le récit plus cohérent. Le film aurait démarré sur une note légère avec Schmidt et Jenko sortant tout juste d'études de médecine, un clin d'œil à la fin de 22 Jump Street. Ils sont toujours des flics infiltrés et ils enchaînent immédiatement sur une nouvelle mission. Ils doivent retourner au lycée pour enquêter sur un trafic d'objets qui serait prétendument d'origine extraterrestre. Comme toujours, ils sont un peu en galère et ils font pas mal de gaffes, d'autant qu'ils ont l'air de plus en plus vieux et qu'ils ont de moins en moins les codes des jeunes qui les entourent. Mais le duo qu'ils forment est quand même toujours aussi cool. Cette affaire de trafic d'objets chelous, qui semble n'être qu'une mission de routine, va les mettre en réalité sur la piste d'une organisation bien plus mystérieuse qu'ils ne le pensent. Et lorsqu'ils découvrent par accident l'existence des Men in Black, ils sont embarqués dans la mission la plus dingue de leur brève carrière. Le duo interfère par accident lors d'une opération secrète des Men in Black, et avant même de comprendre ce qui leur arrive, ils se retrouvent emmenés de force à l'intérieur du quartier général du MIB. Complètement dépassés par les événements, Schmidt et Jenko sont enrôlés malgré eux dans les Men in Black, dont le nouveau chef compte les utiliser pour résoudre une enquête en cours. Mais comme ils n'ont pas encore prouvé leur valeur, ils n'ont pas tout de suite droit au costume noir iconique. Au lieu de ça, ils se retrouvent affublés de costumes bleus symbolisant leur statut de noob. La dynamique entre les agents expérimentés des MIB et ces deux amateurs provoque forcément des moments un peu marrants. Schmidt galère avec toutes les technologies futuristes, tandis
tandis que Jenko en fait des caisses pour essayer de se faire passer pour un mec bien plus cool et plus professionnel qu'il ne l'est vraiment. Durant leur formation, ils font la rencontre de nouveaux personnages, comme un alien technophile qui devient leur mentor, un personnage sarcastique et attachant qui rappelle un petit peu celui de Frank le chien dans la franchise Men in Black. Et après la formation de nos pieds nickelés, la véritable intrigue commence. Une mystérieuse organisation extraterrestre cherche à infiltrer la Terre, utilisant un réseau d'écoles pour préparer une invasion massive. Leur plan, c'est de transformer les élèves des écoles en hôtes pour des parasites aliens, et Schmidt et Jenko étaient, sans le savoir, sur leur piste depuis le début. Le duo doit faire équipe avec des agents du MIB pour arrêter l'invasion, mais bien sûr, leurs méthodes sont tout sauf orthodoxes. Là où les Men in Black sont méthodiques et implacables, Schmidt et Jenko préfèrent improviser. Cette différence de façon de voir les choses est évidemment la source de nombreux moments comiques. Mais derrière l'humour, la menace est bien réelle. Des aliens capables de prendre forme humaine se cachent parmi les adolescents et nos deux héros doivent infiltrer des lycées pour les démasquer. Mais comme ils commencent à avoir l'air trop vieux, ils se feront cette fois-ci passer pour des profs. Comme l'invasion est imminente, il faut faire vite et Schmidt et Jenko ont la responsabilité de superviser un groupe de jeunes agents du MIB spécialisés dans la tech qui joueront les lycéens et tenteront d'identifier ceux de leurs camarades qui sont potentiellement des aliens. Schmidt et Jenko sont toujours en costume bleu, mais ils prennent du galon au fur et à mesure. L'idée de leur évolution au sein des Men in Black est d'ailleurs l'un des fils conducteurs du film, avec plusieurs moments où ils se voient presque confier les célèbres costumes noirs, mais font toujours une gaffe au dernier moment qui les empêche de justesse de passer au grade supérieur. Le climax du film aurait montré une gigantesque bataille dans le lycée, avec une invasion extraterrestre en plein bal de promo. Schmidt et Jenko se seraient retrouvés en première ligne aux côtés des Men in Black. Malgré leur maladresse, ils auraient réussi au dernier moment à neutraliser la menace extraterrestre de manière complètement absurde mais efficace. Munis d'un ballon de basket et d'une raquette de tennis, Jenko et Schmidt auraient alors affronté un alien gigantesque qu'ils seraient finalement parvenus à neutraliser. Après avoir sauvé la planète d'une invasion extraterrestre, Schmidt et Jenko auraient enfin été reconnus par les Men in Black. Le dernier acte les aurait montrés recevant enfin les fameux costumes noirs, montrant qu'ils seraient maintenant devenus des agents du MIB à part entière. Le film se serait terminé sur une ultime blague où, au moment où ils auraient été sur le point de partir pour leur prochaine mission, ils auraient fait une énorme bourde montrant que même en costume noir, Schmidt et Jenko resteront toujours eux-mêmes. Voilà, on sait maintenant à peu près ce que ce film aurait raconté et il est maintenant temps de répondre à la grande question, pourquoi ça s'est pas fait? Malgré tout l'enthousiasme autour de ce MIB 23 et son potentiel, ce crossover, il a fini par se perdre dans les limbes du développement jusqu'à ce qu'en 2019, après plusieurs années d'incertitude, Sony finisse par déclarer le projet officiellement abandonné. Et pour ça, plusieurs raisons sont avancées. Tout d'abord, les coûts de production auraient été très élevés, et ça, on le sait, c'est souvent ce qui rend les studios frileux. Mais surtout, les producteurs de Men in Black eux-mêmes, ils avaient des doutes sur la compatibilité entre ces deux univers. Laurie MacDonald, productrice de longue date de la franchise Men in Black, déclarait en 2019 lors d'une interview accordée à Cinema Blend: Men in Black repose sur des situations extraordinaires qui sont jouées de façon comique mais sans trop exagérer, alors que Jump Street repose sur des situations de genre très reconnaissables, jouées de façon complètement over the top. Et en fait, ça ne s'accorde pas. Et toujours lors de cette interview, Walter F. Parkus, un autre producteur clé de Men in Black, appuyait à son tour cette idée. Ça partait d'une bonne intention et tous les gens impliqués dans le projet étaient brillants. Mais quand on prend du recul et qu'on examine le cœur de ces deux séries de films, elles ne sont pas compatibles. Le projet, aussi ambitieux soit-il, semblait donc selon eux être voué à l'échec dès le départ, et j'avoue que personnellement, ça me frustre beaucoup. Et surtout quand on voit ce qu'ils ont fait avec Men in Black International, je pense qu'il y avait quand même matière à faire un meilleur film avec ce crossover. Mais figurez-vous que tout n'est peut-être pas perdu, parce qu'il y a une toute petite chance que le projet finisse un jour par sortir des limbes. Parce que Channing Tatum, il a jamais caché son envie de voir ce projet se concrétiser, et a priori, il est pas déterminé à lâcher l'affaire. Lors d'une interview qu'il a accordée à Collider en juin 2024, il a expliqué: I still think it can work. I really do. And if Sony would ever really I think, do the hard work and figure out the producer sort of problems that are inherent with that film, I think we can still do it. But right now it's still, I don't know why they're just not motivated to do it. It's a big overhead on that movie, but it's by far and away the best third sequel to any franchise that I've ever read in my entire life. Funniest script
One of the none. funniest scripts I've ever read. Bar none. And I would not say that if I didn't really, really believe it. Et toujours à l'été 2024, donc seulement quelques mois avant l'enregistrement de cette vidéo, il a surenchéri en disant que vraiment, il était déterminé à ce que le projet voie le jour. There is a project that was written and it's still the best script that I've ever read for a third movie. What happened? It's just a lot of bureaucracy, like kind of above the line stuff that it's really hard to get it made, and we've been trying to get it done. And How is that possible? I agree. You know what? I'm gonna put some good juju out there, and I'm gonna say 23. I would love to see 23. I would love to do it with Jonah. Jonah, I know, wants to do it. We would love to just get to go play again. Alors, allons savoir, peut-être que Channing Tatum, il arrivera à faire en sorte que cette rencontre improbable se concrétise un jour sur grand écran. Et si, comme moi, vous auriez aimé voir ce film sur grand écran, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, si vous connaissez des fan-films qui mélangent différentes licences qui sont a priori pas vouées à se rencontrer, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, j'en connais quelques-uns, mais je suis sûr que vous avez des petites perles à me faire découvrir. Et si vous êtes encore là, il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt ici ou ailleurs pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.